Madame la commissaire européenne, chère Helena Dalli, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, j'ai réuni aujourd'hui les ministres des États membres en charge du handicap, les commissaires et directeurs européens, ainsi que des représentants de la société civile, à l'occasion d'une conférence ministérielle sur le handicap, avec pour objectif de discuter des moyens d'action possibles pour renforcer la participation des personnes handicapées dans le cadre de la nouvelle stratégie en faveur des droits et des personnes handicapées 2021-2030. Une stratégie qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens de l'Union européenne en situation de handicap autour de 3 grandes thématiques: les droits des personnes handicapées, leur vie indépendante et leur autonomie, l'égalité des chances et la non-discrimination. L'Union européenne compte aujourd'hui près de 87 millions de personnes en situation de handicap. L'enjeu pour l'Europe du XXIe siècle est de leur permettre d'évoluer dans un environnement entièrement accessible et soutenir leur autonomie. La présidence française du Conseil de l'Union européenne porte l'ambition d'une accessibilité universelle. Elle soutient des initiatives phares de la nouvelle stratégie de l'Union européenne en matière des droits des personnes, comme la création en 2022 d'un centre de ressources pour l'accessibilité, Accessible.eu, et la Carte européenne du handicap, garantir ainsi une égalité d'accès au-delà des frontières. Un projet pilote donc de carte européenne a été lancé en 2016 dans 8 pays de l'Union européenne: la Belgique, la Chypre, l'Estonie, la Finlande, l'Italie, Malte, la Roumanie et la Slovénie. Les États membres restent libres de décider qui peut recevoir la carte sur la base de la définition nationale de l'invalidité et de déterminer la procédure d'octroi. La conférence a permis de montrer ses avancées et de discuter des modalités de sa généralisation. L'ambition de l'Union européenne est bien de renforcer le pouvoir d'agir pour que chacun puisse construire son parcours de vie, de l'école à la formation, dont l'enseignement supérieur, et de la formation à l'emploi, incluant bien sûr l'apprentissage. Nous avons pu ainsi échanger sur les différentes politiques en place dans les États membres de l'Union européenne et sur les initiatives développées en son sein, à l'image du programme Erasmus+, plébiscité par tous. Doté d'un budget spécifique de plus de 26 milliards d'euros, le nouveau programme Erasmus+ est non seulement plus inclusif, plus innovant, mais encore plus numérique et plus écologique. Il prévoit une prise en charge particulière incluant les coûts additionnels concernant directement les participations handicapées et les personnes qui les accompagnent. Nous avons collectivement réaffirmé la nécessité d'accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours et de leur projet de vie, à l'université et dans leur formation professionnelle, mais également en favorisant, je l'ai dit, le recours à l'apprentissage. Cette journée a été également marquée par des échanges autour d'une perspective européenne sur la recherche sur l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Oui, en effet, plus de 5% des enfants naissent chaque année avec un trouble du neurodéveloppement dans le monde. La recherche sur les troubles neurodéveloppementaux est un domaine en constante évolution en Europe, à la pointe de la science. Nous avons évoqué des projets qui sont déjà européens, et je pense qu'il est important de pouvoir les citer. Le projet ERANET Neuro, par exemple, qui réunit déjà un réseau d'organismes de financement unis pour soutenir la recherche collaborative et multinationale dans les divers domaines des neurosciences liées aux maladies. L'initiative IMI, Innovative Medicines Initiative, a également lancé un appel majeur ciblant des approches de médecine personnalisées dans les troubles du spectre autistique. Le projet EMS2 Trials, un programme de recherche européen qui vise à créer un pipeline pour développer, tester et mettre en œuvre de nouveaux traitements pour les troubles du spectre de l'autisme, avec la participation des parties prenantes à chaque étape, les personnes et leurs familles, pour mettre en place un réseau mondial d'essais cliniques pour les troubles du spectre de l'autisme. De nombreuses initiatives existent et témoignent d'un réel intérêt s'agissant de la construction d'un espace européen de la recherche sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Nous devons toujours, et ça a été redit, impliquer les personnes elles-mêmes à chaque étape de la recherche. Au cours de cette conférence, nous avons enfin évoqué un aspect majeur de la politique du handicap, portée au niveau européen. Je veux parler ici du renforcement de l'accès au marché du travail,
pour les personnes en situation de handicap dans la perspective du futur paquet emploi que la Commission devrait lancer courant 2022. Initiative phare de la stratégie 2021-2030 en matière d'emploi, il invite les États membres à fixer d'ici à 2024 des objectifs visant à accroître le taux d'emploi des personnes en situation de handicap et à réduire les écarts entre les personnes avec et sans handicap. En effet, le taux d'emploi des personnes handicapées en Europe reste ainsi inférieur à celui du reste de la population, 51% contre 75%. La participation au marché du travail se heurte encore à d'importants obstacles, tels que la perspective des stéréotypes, le manque d'adaptation du travail ou l'insuffisance de l'offre de formation. L'accès à l'emploi est une priorité absolue pour les futures actions européennes en faveur des personnes handicapées. Après avoir abordé le rôle des services publics européens de l'emploi, nous avons ainsi échangé sur les différentes initiatives qui pourraient être généralisées dans l'ensemble de l'Union européenne. L'exemple du DIOD, chère Elena, a été plébiscité par tous. Le job coaching, qui incite les employeurs à recruter des personnes en situation de handicap, c'est un véritable tremplin vers l'emploi. Ce job coaching, l'emploi accompagné, s'est ainsi récemment développé en Europe. Ce dispositif innovant propose au sein des entreprises ordinaires un accompagnement par un job coach de la personne elle-même, mais aussi du collectif de travail. C'est ainsi qu'on rentre dans l'emploi, qu'on y progresse et qu'on s'y maintient. Je souhaite bien sûr conclure mon propos en ayant une pensée toute particulière pour les Ukrainiens et notamment les personnes en situation de handicap qui vivent aujourd'hui dans la peur et dans la guerre. Au nom de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, je souhaite adresser au peuple ukrainien et tout particulièrement aux personnes en situation de handicap toute notre solidarité. Je vous remercie. Je vous cède la parole, chère Elena. Thank you, Minister, and good evening. 87 million people live with some form of disability in the EU, and we must ensure that they can enjoy their rights fully and on an equal basis with others in all fields of life. Persons with disabilities continue to face serious obstacles that do not occur for others. Going to work or to school, shopping. Elles travaillent dans les écoles ou lorsqu'elles font leurs courses ou lorsqu'elles vont chez le médecin. Très peu de personnes en situation de handicap sont employées si l'on compare aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Une personne sur 10 qui n'a pas de handicap quitte l'école et le chiffre est beaucoup plus élevé pour les personnes en situation de handicap. Il est important d'avoir une inclusivité dans l'éducation et l'accès à des emplois de qualité. La récupération après la pandémie doit être juste et inclusive. Je remercie donc la présidence française d'avoir organisé cette conférence ministérielle qui nous a donné l'occasion de discuter de nos actions, de nos mesures, des bonnes pratiques des différents pays qui sont susceptibles d'inspirer d'autres pays au sein de l'Europe. Et je remercie aussi Sophie Cluzel pour son constant dévouement pour promouvoir le droit des personnes en situation de handicap au niveau national et européen. Il y a un an, la Commission européenne a adopté la stratégie de l'Union européenne pour le droit des personnes en situation de handicap. Cette stratégie continue à aligner cette politique sur la Convention de l'ONU sur le droit des personnes en situation de handicap. Il est important d'avoir l'accessibilité qui est une condition préalable pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer à la société. La loi européenne adoptée en 2019 a été un jalon dans ce domaine et nous allons continuer à soutenir les États membres et à assurer l'accessibilité, à identifier les fossés et à discuter de la nécessité d'adopter d'autres mesures. La Commission
Commission va également lancer Accessible EU, un centre de ressources européen pour améliorer la cohérence et l'accessibilité et accroître le savoir sur les bonnes pratiques au sein de l'Union européenne. La liberté de mouvement est une pierre angulaire pour l'Union européenne pour permettre de surmonter les obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap d'exercer leurs droits. Et l'année prochaine, nous allons adopter une carte de handicap qui permettra aux 27 États membres d'adopter cette carte européenne. Pour l'instant, elle fait l'objet d'un projet pilote mis en place dans 8 États membres. Une meilleure inclusion au marché de l'emploi est notre objectif. La conférence d'aujourd'hui a été un repère pour donner sa forme, pour concevoir le paquet qui permettra d'être lancé cette année. Nous lançons un appel aux États membres pour accroître le taux d'emploi des personnes en situation de handicap d'ici 2024. Nous comptons sur le soutien des présidences françaises et tchèques et sur tous les États membres pour progresser dans la bonne direction ensemble. Afin d'atteindre nos ambitions, il nous faut des efforts conjoints à tous les niveaux. La nouvelle plateforme handicap nous permettra de renforcer l'accès des personnes en situation de handicap à la société, au reste de la société civile. Il est important que tous les États membres adoptent des stratégies ambitieuses dans la lignée de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes en situation de handicap. Et il est important que des stratégies soient adoptées au niveau européen, national et régional. Nous comptons sur tous les États membres pour continuer à œuvrer afin d'assurer le droit des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Dalli. Merci beaucoup, Madame la Ministre Cluzel. Nous allons passer maintenant aux questions. D'abord dans la salle, les journalistes qui souhaitent poser une question, s'il vous plaît, donnez votre nom, le titre de votre média et posez votre question. Merci. Nous passerons ensuite aux questions par Zoom, s'il y en a. Alors, nous commençons d'abord Hospimedia. Emmanuel de Place, Hospimedia. Je voulais savoir sur la stratégie autisme, est-ce qu'on se dirigeait vers un engagement européen en matière de recherche? Est-ce que vous pourriez préciser l'objectif de la réunion d'aujourd'hui et ce que vous en attendez? Alors aujourd'hui, Catherine Barthélémy, qui est donc la directrice du groupement d'intérêt scientifique en France, a pu faire état aux différents ministres présents et représentés et à la commissaire européenne de la stratégie que nous avons mise en France sur l'organisation justement de cette première phase et premier axe de la stratégie européenne qui était remettre de la science au cœur de notre politique publique. Et donc nous avons fait état déjà des collaborations et des coopérations qui existaient en actant le fait qu'il fallait aller encore plus vite, pouvoir travailler sur des cohortes, pouvoir travailler sur des équipes pluridisciplinaires et pouvoir justement faire connaître déjà les coopérations existantes. C'est pour ça que je vous ai cité déjà les projets européens qui étaient là. Donc faire savoir, faire connaître et remettre en fait cette collaboration, cette coopération au cœur de la recherche européenne. Frédérique Vidal a fait état justement dans une vidéo parce qu'elle n'a pas pu être présente, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des coopérations qui existaient, de l'action que la France menait de façon incitative et surtout, nous avons pu échanger sur les différentes ambitions européennes sans pour autant fixer une grande, je dirais, action déterminante aujourd'hui, mais de montrer qu'il y avait un consensus pour accélérer cette recherche et cette coopération européenne. Peut-être Question suivante, Emmanuel Dalseco, handicap.fr. La plateforme, vous avez parlé d'une nouvelle plateforme handicap. Comment est-ce qu'elle va se matérialiser? Et est-ce que c'est Accessibility UE? Non, c'est pas ça. C'est deux choses différentes. Alors, oui. Accessibility UE, c'est le centre de ressources européen qui est en train d'être monté, qui est en train d'être incrémenté pour justement que les personnes européennes puissent avoir un accès à toutes les ressources qui existent déjà. Peut-être, maybe you can... Yes. Yes, of course. This is...
Very important for an important part of our. Cela fait une partie importante de notre stratégie car nous pouvons ainsi réunir toutes nos ressources, notre savoir, les informations dont nous disposons pour travailler ainsi sur de meilleures politiques grâce à ce partage de connaissances, ce partage d'informations provenant de représentants différents, de personnes en situation de handicap, de différents États membres. Et cette plateforme nous permet de partager tous ces éléments et ainsi de produire de meilleures lois et de meilleures politiques. Oui, des infos grand public. Au grand public, open data. Hein. Et j'ai autre chose, on a assisté donc à certaines tables rondes. En fait, on observe une grande disparité, notamment en termes d'emploi, sur les politiques qui sont menées au sein des pays. Comment est-ce que vous allez réussir à mobiliser ou à peut-être même unifier les mesures qui ont été mises en œuvre par certains pays qui sont quand même beaucoup plus en avance que d'autres? Comment impulser ce mouvement C'est dans l'échange justement de ce qui fonctionne. Par exemple, le Luxembourg nous a fait part de sa volonté de mettre des assistants d'inclusion, mais ils n'ont pas pu le temps, ils ont été rattrapés par la crise sanitaire. Nous avons déjà mis du job coaching et on voit que ça fonctionne. Et donc, il y a eu une généralisation du job coaching, par exemple, peut-être une très très belle mesure à porter tous ensemble. Donc, ça veut dire quel est le profil, travailler à la formation de ces job coachs, avec par exemple des diplômes universitaires sur lesquels on pourra échanger sur le contenu pour aller encore plus vite. Donc l'idée, c'est en effet comment rattraper. J'ai pu échanger avec la ministre belge qui n'a pas pu être là, Karine Larieux, juste avant l'Europe. Elle est en train de mettre sa stratégie. Certains pays ont des quotas, d'autres n'en ont pas, des quotas d'obligation d'emploi, d'autres non. Et en fait, l'intérêt de cette conférence aujourd'hui, c'est de voir quels sont les impacts positifs de telle ou telle politique. Et certains ministres ont dit, ça nous permettra peut-être de sauter justement des étapes, parce que nous n'avions pas encore cette politique d'incitation. Ce qui a été généralisé, en tout cas, c'est l'obligation produit des effets, mais il a été dit et redit que c'est de l'accompagnement des employeurs et des personnes handicapées avec une montée en qualification qui sera le résultat. Donc ça, c'est un consensus général. Donc comment on fait monter les personnes handicapées en employabilité et donc en formation? Ça, c'est l'enjeu de l'éducation inclusive et de la pleine participation d'Erasmus+ étudiants. Et comment on accompagne les employeurs? Eh bien là, c'est généraliser peut-être le job coaching, généraliser la sensibilisation. Ça a été parlé pour plusieurs pays. Pourquoi pas une campagne européenne sur l'emploi des personnes handicapées et leur employabilité? Ça, ce sont des pistes ouvertes pour l'instant sur lesquelles nous travaillerons pour le paquet emploi, justement, et proposer ces accélérations des bonnes pratiques qui sont déjà, qui produisent des effets. Vous aviez réuni les ministres il y a 2 ans. Est-ce que vous avez observé un changement donc, par rapport il y a 2 ans à la première réunion des ministres? En termes de mobilisation et aussi d'avancée. Bon, enfin, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu c'était 2018. Entre-temps, on a eu 2 ans de crise sanitaire. Mais quand même, dans beaucoup de pays d'Europe, je pense que la mobilisation qui avait lieu il y a 3 ans a produit des effets parce qu'en fait, les personnes handicapées ont été peu impactées par la crise sanitaire dans beaucoup de pays d'Europe. Donc, je pense que c'est la mobilisation générale qui a permis justement de faire ce palier et éviter justement que les personnes handicapées soient la variable d'ajustement dans l'emploi. Nous passons maintenant à la question de Madame Rama Sofia Rajdi de United States Press Agency. Hi, thank you. Bonjour. Merci de cette conférence et merci de cette journée fantastique. J'ai beaucoup appris. For Madam Commissioner. First of all, for Mrs. Commissioner, do you think that... Pensez-vous que cette carte de handicap va représenter un avantage et apporter des bénéfices aux personnes en situation de handicap une fois qu'elle sera en place en Europe? Quelle valeur ajoutée lui attribuez-vous? Et pour ce qui est des échanges avec les autres pays, nous voyons que certains sont plus avancés. Comment pensez-vous pouvoir optimiser la plateforme dont vous avez parlé? Allez-vous faire un transfert de technologie, transfert de savoir ou transfert de personnes? Car pour certains pays,
On a l'impression que cela donnera davantage d'accessibilité. Oh, j'attends peut-être la réponse. Thank you. So about the mobility card. Bien entendu, l'ensemble de notre action porte sur l'inclusion. Elle vise l'inclusion, l'accessibilité. De toute évidence, il y a cette carte de handicap que l'on met en place et qui vous aidera dans votre recherche d'accessibilité et d'inclusion. En tout cas, c'est l'idée. Avec cette carte, la vie des personnes en situation de handicap doit être facilitée en termes d'inclusion et d'accessibilité. De toute évidence, elle a donc pour but d'améliorer la vie des personnes en situation de handicap et c'est ce que nous a montré le projet pilote. Nous avons pu voir que cette carte était un succès, une réussite et nous comptons sur tous les États membres pour adopter cette carte qui, comme je le disais, améliorera l'inclusion et l'accessibilité des personnes. Pour ce qui est maintenant la plateforme, plus on a de savoir et d'expérience à partager, comme je le disais, et mieux nous pourrons formuler nos politiques. Il y a bien sûr la stratégie mise en place qui doit être suivie par les États membres. Nous avons aussi des structures pour aider les personnes en situation de handicap et pour aider les États membres à trouver des orientations dans leur action vers, comme je le disais, l'employabilité. Il s'agit de voir comment on peut rendre le lieu de travail plus inclusif et ainsi les personnes en situation de handicap pourront être plus indépendantes, mener des vies plus indépendantes. Puisqu'après tout, c'est de cela qu'il s'agit dans notre action. Il s'agit de permettre à chaque personne de vivre sa vie comme il ou elle le souhaite, sans que ce handicap les empêche de vivre une vie pleine et entière. Comme le disait Catherine tout à l'heure, il ne faut pas regarder le handicap, mais plutôt la capacité de la personne. C'est pour cela que l'on en parle quand on parle de la main-d'œuvre et du travail. Nous voulons que davantage de personnes en situation de handicap découvrent quelles sont leurs capacités, leurs possibilités, afin de pouvoir être plus indépendantes et plus libres de mener leur vie. Et ainsi, nos sociétés seront davantage inclusives et seront plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Puisqu'on parle de talent et de compétences, je vais me tourner vers la ministre en français. J'ai beaucoup parlé de Duo Day, qui du coup est antérieur à ce que vous faites aujourd'hui, puisque c'est né, je crois, en 2008 en Ireland, bien avant que l'European Union prenne aujourd'hui des initiatives que je trouve très positives et constructives. Donc c'est né en 2008 en Ireland, après ça a été repris par Belgium en 2010, and then je crois en France en 2016. Mais j'ai eu des retours de pas mal d'associations de la part des disabled qui ont fait le Duo Day, pas le coacher, mais la personne, qui dit que c'est très frustrating parce que one day it's magic, c'est Disneyland, on les emmène, ils font le coaching, on les prépare, etc. And the day after, où en sont ceux qui sont passés, en tout cas sur les 5 ans là, où vous êtes là, quels ont été leur devenir? Est-ce qu'ils ont tous eu des jobs ou pas? Et est-ce que vous avez des idées de faire quelque chose de plus, comment dirais-je, durable, sustainable? C'est-à-dire le Duo Day, c'est un peu frustrating, c'est un peu un one-shot. Et j'avais une autre question par rapport à l'employment. Donc on a, je crois, in France, between 8
entre 8 et 10% de unemployment pour les personnes disabled. Et cet organisme, la GFIP, qui a un budget, je crois, de cette année de 570 millions d'euros, c'est ce que j'ai lu en tout cas sur le site de la GFIP eux-mêmes. Que font-ils avec tout cet argent? Puisque je crois qu'ils ne savent même plus faire de cet argent, tellement les societies, en tout cas les corporations, elles préfèrent payer le fine plutôt que d'embaucher des personnes handicapées selon la loi qui doit les embaucher à 6% au moins quand on a au moins 20 employés dans les compagnies. Thank you. Alors, le DOED est un levier de rencontre. Il n'est pas aujourd'hui, il a été pris comme ça. Au début, on pousse la porte de l'entreprise et on fait tomber les préjugés et on le développe. La dernière DOED de novembre 2021, 30 000 duos, 17% ont débouché sur de l'emploi durable. Donc je ne pense pas que ce soit un gadget comme ça a pu être dit en début de quinquennat. C'était normal, c'était nouveau en France. Je pense qu'au contraire, année après année, les employeurs ont bien compris que c'est un levier de sourcing inclusif. Je vous donne un exemple en tête. J'étais pas plus tard qu'il y a 4 jours avec Lidl qui ont fait 400 duos, 10% d'embauche derrière sur les 400 duos. Donc oui, ça se transforme. C'est une façon de pousser la porte. C'est une façon aussi, certaines personnes sont déjà en emploi quand elles font leur DOD. C'est une façon aussi de découvrir de nouveaux métiers. Je pense que c'est entièrement plébiscité sur le double angle. Lever les préjugés sur les personnes handicapées, parler des handicaps invisibles. Je vous rappelle que l'année dernière, la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, c'était sur les handicaps invisibles, et donc il faut en parler. Et quoi de mieux que d'en parler que les personnes elles-mêmes qui rentrent dans l'entreprise et qui peuvent exprimer justement leurs besoins et leurs talents. Donc c'est un levier parmi d'autres d'ouvrir la porte de l'entreprise, de travailler sur l'engagement managérial de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, quand vous en avez une entreprise qui en fait un vrai objet managérial, de poursuivre derrière par des stages, des CDD et des CDI pour 17% d'entre eux. Donc je pense que c'est un vrai levier, et c'est pour ça que je pense en effet, et j'ai toujours dit que c'était nos amis irlandais qui nous l'avaient fait connaître en 2008. Moi, je l'ai mis en place en 2017, 18, 19, 20, 21. Je pense que c'est un vrai levier d'acculturation, justement, et de cette rencontre qui est si importante. Après, vous me parlez de l'emploi des personnes handicapées. En France, elles sont à peu près à 60% de taux d'emploi, alors que la moyenne européenne est à moins de 50%. Donc nous avons une capacité, je dirais, d'insertion professionnelle qui a été travaillée de nombreuses années en France, avec l'obligation d'emploi qui date de 1987. Ma politique a été de passer de l'obligation à l'envie. Nous n'avons plus que 6% des entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi qui ne font rien et qui préfèrent payer, comme on le dit souvent. Plus que 6%. Donc on voit bien que énormément d'entreprises se sont engagées ou dans l'emploi, ou dans la sensibilisation, ou dans les achats inclusifs auprès du milieu protégé. Donc ça fonctionne également. Aujourd'hui, c'est à peu près 450 millions le budget de la GFIP. Et ça sert à quoi? Ça sert justement à financer les adaptations, à financer la formation, par exemple, des référents handicap qui ont été mis dans toute entreprise de plus de 250 salariés. Aujourd'hui, nous avons un réseau, 6000 entreprises sont soumises à ce référent handicap. Nous avons près de 1800 référents qui sont formés et animés. Et c'est aussi un levier de transformation interne dans l'entreprise sur la politique RH. La GFIP a passé une nouvelle convention. La GFIP, c'est le fonds qui, justement, collecte les contributions des entreprises qui payent quand elles ne sont pas à leur taux de 6%. Cette AGFIP, en l'occurrence, a une convention avec l'État pour pouvoir justement travailler avec les employeurs et passer des conventions de triannuelles pour changer la donne et mettre en place une stratégie. On n'est plus dans le one-shot, j'embauche, mais je mets en place une stratégie justement de RH inclusive. Et aujourd'hui, nous leur avons fixé un objectif de 1500 pour 2022 conventions. Elles sont déjà à plus de 800, donc nous atteindrons nos objectifs. Donc, et l'apprentissage, on n'en a pas parlé, avec une augmentation massive de l'apprentissage. Et encore une fois, sans limite d'âge pour les personnes handicapées, ce qui a été vu comme un levier très intéressant pour travailler sur la reconversion professionnelle. Cette année, enfin avec Madame Borne, avec la ministre du Travail, en fin d'année dernière. Y a-t-il encore des questions dans la salle? Puisque nous passons aux questions Zoom, là, quand même, les collègues. Dernière question, Emmanuel, dans la salle? Oui, juste une question. Il y a eu un vibrant appel du ministre polonais au sujet des réfugiés ukrainiens en disant qu'il en avait plus de 100 000 dans son pays, beaucoup d'enfants.
et que tout seul, il n'y arriverait pas. Est-ce qu'il y a une réponse de la France, de l'Europe, d'autres pays qui se préparent? Alors, notre collègue polonais, c'est plus de 1,5 million réfugiés ukrainiens qui sont aux portes de la Pologne aujourd'hui, avec en effet, au sein de ces réfugiés, des personnes, des adultes et des enfants en situation de handicap. Nous en avons discuté. Bien sûr que nous allons mobiliser l'ensemble des citoyens en solidarité et l'ensemble des associations. Demain, je serai avec les associations, justement, dans le cadre du Forum européen des personnes handicapées. Et je sais que tout le monde y travaille. Et bien sûr, les commissaires travaillent également au niveau européen. Je pense que c'est une réponse européenne structurée que nous sommes en train de préparer. Peut-être, maybe you want to add something? Yes, even in terms of... Effectivement, même en termes de financement, des fonds peuvent être dégagés dans une telle situation. Nous savons que c'est une situation très difficile où des personnes en situation de handicap, femmes, enfants ou minorités, souffrent tout particulièrement. C'est une situation terrible et il est de notre devoir de nous concentrer sur ces réalités et d'essayer de trouver des solutions dans la mesure du possible pour éviter que ces personnes ne souffrent davantage. À la question de Alexandra Turpin pour AEF Info. Bonjour, quelles sont les premières pistes de travail pour le paquet emploi? Ah, okay, sorry, I didn't. I'm sorry. Well, oui, effectivement, le paquet. Je ne sais pas où regarder parce que je ne vois pas la personne qui a posé la question. Ok. Donc, ce paquet se composera d'une série de mesures pratiques qui ont pour but d'améliorer le marché de l'emploi et l'inclusion sur le marché de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous allons donc apporter des orientations et soutenir l'apprentissage mutuel dans différents niveaux pour renforcer les services d'emploi et d'intégration, soutenir les perspectives d'engagement en travaillant sur les stéréotypes, assurer un aménagement raisonnable, sécuriser la santé et la sécurité au travail, contribuer à prévenir les handicaps et sécuriser des systèmes de réadaptation en cas de maladie ou d'accident, et étudier des emplois de qualité, des emplois préservés et la voie vers le marché de l'emploi. Donc tout se fait en collaboration avec les services publics d'emploi, avec différentes organisations partenaires, organisations de personnes handicapées. Tout cela est un engagement et l'engagement sera essentiel, comme nous l'avons déjà dit, comme ce que font parfois les employeurs, c'est de préférer payer une amende plutôt que d'engager des personnes en situation de handicap. Donc c'est quelque chose vers lequel nous nous tournons grâce au dialogue social, en essayant de convaincre les employeurs et en étudiant les capacités et non les handicaps, car une personne a les deux choses. Vous pouvez avoir un handicap, mais cela ne vous empêche pas d'avoir une capacité. Et tout cela, c'est un changement de culture. Il s'agit de se débarrasser des stéréotypes, parce que quand vous classez les gens en fonction d'un stéréotype, vous ne voyez que le handicap de la personne, et ce n'est pas cela qu'il faut voir. Il faut voir ce que la personne peut faire. La dernière de Clara Bauer pour Euractiv. Bonjour, sur le projet Accessible UE, y a-t-il déjà un calendrier? Quand le centre verra le jour? Où sera-t-il situé? Merci. well, what is that? Oh, accessible. Okay, because I'm not. I'm hearing. Well, that. Eh bien, cela émane de la stratégie, bien sûr. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons
avoir une Union européenne accessible à tous. Nous travaillons là-dessus et plus vite nous lançons cela, mieux ce sera, bien sûr. Je pense 2023 peut-être. C'était un petit Yeah. objectif de demain. Oui, mais la question, c'était de savoir où est-ce que ça sera situé. Ça sera physique, ça sera un endroit physique, ça sera une plateforme. The mic. Non, la question de la journaliste, c'était de savoir où ça serait situé. Ça sera un endroit physique ou alors une plateforme numérique. No, this is a cooperation of all. En fait, c'est une collaboration entre tous les États membres ensemble. La conférence de presse est maintenant terminée et nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne journée et merci.